Bonsoir, merci de nous rejoindre. Voici les principaux titres de ce journal. Le groupe africain de l'Union internationale des magistrats rend hommage au président de la République pour ses efforts en faveur de la réforme du secteur de la justice en Algérie, l'UIM qui tient sa 23e réunion à Alger. Nordine Bedoui relève l'importance accordée par l'État au développement des zones enclavées. Ain Lagradj, Bougaa, Ain Roi et Bni Wartilen au programme de la deuxième journée de la visite du ministre de l'Intérieur dans la wilaya de Sétif. Le partenariat dans le domaine de l'agriculture à Khenchla, un partenariat qui a touché dans une large mesure l'arboriculture. À suivre un reportage à Armila dans ce journal. À son 20e jour de grève de la faim, Claude Mangin Asfari, déterminé à poursuivre son mouvement, la militante française pour la cause sahraoui le réaffirme dans une conférence de presse. Et on commence ce journal par cette audience accordée ce lundi par le Premier ministre Ahmed Ouyahia au directeur général de l'Organisation arabe du travail. Faiz Ali Al-Matiri est en visite en Algérie dans le cadre des travaux de l'atelier de formation sur le réseau arabe des données des marchés du travail. Mourad Zemali, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, a assisté à la rencontre. Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Msahel, a eu un entretien aujourd'hui avec le secrétaire exécutif de l'organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires. Lassimo Zerbo a salué à cette occasion les efforts de l'Algérie dans l'application de ce traité, sa dynamique en matière de paix, de sécurité et de stabilité internationale. Voici sa déclaration. Parlons de ce que l'Algérie fait pour la paix et la sécurité dans le monde, son soutien aussi à un frère africain qui travaille dans ce domaine de destruction des armes nucléaires. Et je disais à son Excellence, Monsieur le ministre, que l'Algérie a une responsabilité morale, parce que l'Algérie a souffert de 17 essais nucléaires sur son territoire et qui a encore des effets néfastes. Et donc, il est du devoir moral de l'Algérie d'accompagner ces questions de paix et de sécurité qui commencent par l'interdiction totale des essais nucléaires et à l'avenir, et peut-être de notre vivant, de l'interdiction totale des armes nucléaires. Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Msahel, a reçu aujourd'hui aussi l'ambassadeur Frédéric Desagneaux, désigné récemment par le président français envoyé spécial pour la Libye. Msahel a rappelé l'approche algérienne pour une solution politique de la crise libyenne qui consiste notamment à opter pour le dialogue inclusif comme seul moyen de règlement sous l'égide des Nations Unies. Le ministre des Affaires étrangères des Pays-Bas, Stef Blok, attendu demain à Alger. Une visite de travail de 2 jours à l'invitation du ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Msahel. Au cours de cette visite, les 2 ministres coprésideront notamment les travaux de la 3e session de la commission mixte de coopération économique et technologique. Les communes montagneuses et difficiles d'accès au programme de la 2e journée de la visite du ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire dans la wilaya de Sétif. Nordine Bedoui, qui était accompagné par Houssine Nessib, le ministre des Ressources en eau, a inspecté plusieurs projets socio-économiques qui devraient améliorer le quotidien des habitants. Nejma Halesh nous en parle. Dans la commune de Ain Roi, Nordine Bedoui s'est arrêté devant le projet de dédoublement de la route nationale numéro 75 qui reliera Ain Roi à Ain Abbassa. Ce tronçon routier de 15 km représente l'axe le plus vital de la wilaya. هذا خلينا نقول اللي حب يخدم بهذاك واللي عنده حقيقة الإرادة باش يخدم بلاده وباش يخدم مواطنين بلاده. ما لازمش يفكر إلا في المحيط اللي عايش فيه ويحب يستثمر إلا في المحيط اللي عايش فيه. يفكر بمنظور أوسع بقيمة خدمة المواطن الجزائري وخدمة التنمية الوطنية وخدمة الاستثمار الوطني عبر ربوع الوطن. هذه الجزائر القارة. السلطات العمومية عندها واجبها ومسؤوليتها راح تقوم به يوميا
بتجسيد هذه البرامج الضخمة والكبيرة اللي قررها فخامة رئيس الجمهورية. المجال نتاع الاستثمار مفتوح، السلطات العمومية تساهم وترافق وتدعم وفتح أبوابها لكل المستثمرين. Toujours à Ain-Roi, le ministre de l'Intérieur a procédé à la mise en service du réseau de transport de gaz. Un réseau de 28 pouces avec 2 terminaux et une canalisation de 22 km. Un projet de 3 milliards de dinars qui vient répondre aux besoins des habitants de 15 localités. Donner un peu plus d'intérêt à la zone nord, c'est ça notre. Sur le plan des infrastructures, le confortement, le dédoublement. De toute façon, je considère que c'est un tronçon qui est sur le plan stratégique important. Au siège de la Daïra de Bougaa, le ministre de l'Intérieur a rencontré les élus locaux ainsi que des membres de la société civile. Sur place, Nourdine Bedoui, accompagné du ministre des Ressources en eau, ont écouté les doléances des citoyens, leur promettant les porter aux autorités compétentes. ما نتكلموش غير على المدن، ما نتكلموش غير على الاحياء السكنيه الكبيره، نتكلموا على كذلك على القرى، ونتكلموا على المداشر، ونتكلموا على هذه التنميه التي نسميها التنميه الريفيه، والتي كذلك ان شاء الله خذينا فيما يخصها قرارات، والتي مرتبطه كذلك بالتطرق الى التنميه الريفيه من فتح مسالك ريفيه، من كهرباء ريفية سوف تأتي إن شاء الله بالخير لمنطقة أو دائرة بوغا. Dans la matinée, Nourdine Bedoui s'est rendu dans la commune de Beni Wertilen où il a procédé à la pose de la première pierre pour la reconstruction de la maison de Cheikh El Wertilani dans le village de Hanou où un vibrant hommage lui a été rendu. وسوف نواصل ونعمل جاهدين لأن نرقى إلى طموحات أهالي هؤلاء السكان وأهالي هذه المناطق إن شاء الله، وسوف نوفق بإذن الله تعالى وبمعية سكان هذه المناطق وتفهمهم ومرافقتهم لهذه الإرادة السياسية التي عبر عليها السيد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، والذي يكن لهذه المنطقة ولهذه المناطق محبة وتقدير كبيرين. Auparavant, le ministre de l'Intérieur a procédé à la mise en service du réseau de raccordement au gaz, un projet de 3 milliards de centimes devant alimenter 3 foyers en gaz naturel. Dans la commune de Ain El-Graj, Nourdine Bedoui a donné le coup d'envoi du lancement des travaux du nouveau projet de renforcement en alimentation de la région en eau potable à partir du barrage de Tichihef. Le ministre a instruit les responsables à accélérer la cadence des travaux et de toucher d'autres communes limitrophes en vue de répondre aux besoins quotidiens des habitants. Le tramway fait désormais partie du quotidien des Algériens. Après Alger, Oran, Constantine, Sidi Bel Abbès et Ouargla, voici le tramway de Sétif. Couvrant une distance de plus de 15 km, le tramway de Sétif compte 26 stations. Il entre demain en exploitation commerciale. Nejma Harish, reportage. On l'attendait avec impatience, le voilà fin prêt. Le tramway émerge enfin de la capitale des Hauts-Plateaux. Il se prépare pour la mise en circulation. La locomotive rouge semble totalement intégrée à l'histoire, à l'architecture et à la vie de la cité. Désormais, les Sétifiens peuvent concevoir le voyage autrement. C'est formidable. On souhaiterait que ce projet portera du bien à Sétif. الصيف ولا طريق جولي الحمد لله يا صيف كيفاه بقول لها يعني الله يبارك ما شاء الله ويعني صيف العالي صح هذا وين ولا يعني صيف سي طريق جولي سي طريق جولي سي طريق جولي تحية الجزائر. Facilement accessible aux personnes à mobilité réduite et aux malvoyants, le tramway se distingue aussi par son confort à l'intérieur grâce à ses différents modules de siège adaptés à tous les usagers. Ça marche très bien, donc on arrive à la fin, on est sur les dernières retouches, finalisation du projet.
La voie ferrée elle est finalisée à 100%. Donc aujourd'hui on est à l'intérieur du RAM. Ça fait 3 jours qu'on a commencé la marche à blanc avec les nouveaux candidats et tout ça. Ça marche à merveille. Et pour faire connaître ce nouveau moyen de transport urbain, une campagne de sensibilisation est menée par les agents d'exploitation en vue d'informer les usagers quant à la signalisation ferroviaire, routière et piétonne, mais pas seulement. C'est par rapport à l'utilisation du tramway, comment ils vont utiliser le tramway, où ils peuvent acheter leur titre de transport, les modes de titres de transport, puisqu'on a un titre magnétique. 2 lignes traversent la ville et son agglomération pour desservir 26 stations sur une distance de 22 km. On a injecté 12 rames sur la ligne. C'est des navettes régulières. Les débuts, on va injecter 12 rames qui vont faire le va-et-vient. Et chaque mois, on va injecter deux de plus. Donc on compte faire, Inch'Allah, une affaire de 30 000 voyageurs jour. On a 450 employés permanents chez Cetram et 40 employés chez Cetal. Ce qui reste à réaliser, c'est beaucoup plus, c'est quelques aménagements urbains. Le tramway accompagne en effet l'émergence de projets d'aménagement tout au long de sa ligne. Des aménagements urbains qui consistent à meubler les artères principales de Sétif et redessiner les avenues de façade à façade. Il a meublé la ville de Sétif, que ce soit en design, que ce soit en aménagement urbain, meubles et tout ça. En moyen de transport surtout. Bien sûr, c'est le projet de transport urbain. Et voici le cœur du réseau tramway. Il s'étend sur 8 hectares, dispose aussi de 5 bâtiments. Le centre est doté d'un poste de haute tension électrique, d'un poste de garde et d'un atelier de maintenance, ainsi que d'un poste de commande. Toutes les navettes partent d'ici. Elles sont contrôlées, surveillées et commandées à partir de ce poste. Et de gérer et régulariser la ligne du tramway de Sétif. Donc la régulation soit de la ligne, soit de l'énergie. Donc on voit toutes les informations en temps réel. On a la communication avec toutes les rames et toutes les stations. Un élément de mobilité et de modernité, c'est aussi un projet écologique moderne et facteur de développement qui préserve la ville d'hier et anticipe la ville de demain. Sétif change ainsi de visage sans pour autant perdre son identité, celle d'une ville riche de son passé et résolument tournée vers l'avenir et la modernité. 23e réunion du groupe africain de l'Union internationale des magistrats aujourd'hui à Alger. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Tayeb Louh, a insisté à l'ouverture sur le rôle et l'importance du pouvoir judiciaire et de ses représentants dans l'édification de l'état de droit et de la protection des droits et des libertés. Tayeb Louh a également rappelé l'impact de la réforme de la justice en Algérie sur la sphère politique, économique et sociale. Amélie Siridir. Placée sous le thème « Les règles de déontologie des magistrats », la 23e réunion du groupe africain de l'Union internationale des magistrats permet de rappeler les missions de la magistrature en Algérie en tant qu'autorité indépendante qui exerce ses missions dans le cadre de la loi et qui prononce des jugements au nom du peuple à la lumière des garanties de protection des droits et libertés et des principes et objectifs des réformes initiées par le président de la République, concrétisées à travers une profonde révision du secteur de la justice. ولقد رأى فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بعد توليه مهام قيادة البلاد. Après son accession à la magistrature suprême, son Excellence le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, a su entrevoir la nécessité d'une profonde réforme et d'une vision permettant à la justice de se mettre au service de l'état de droit, de la démocratie, du respect des droits de l'homme, et ce pour mieux répondre aux attentes des citoyens et faire face aux mutations mondiales. Les objectifs de la réforme de la justice visent à adapter le travail judiciaire aux principes du procès équitable et de faciliter l'accès à la justice tout en renforçant son efficacité et son indépendance. La réforme de la justice a également permis le renforcement de l'indépendance du pouvoir judiciaire à travers la promulgation de 2 lois organiques, celle portant statut de la magistrature et celle relative au Conseil supérieur de la magistrature, seule institution compétente pour gérer la carrière professionnelle des magistrats, qu'ils soient juges de siège ou magistrats du parquet. Il convient enfin de rappeler l'élaboration d'un guide portant sur l'éthique et la déontologie de la profession de magistrat. Cette réunion est également l'occasion de revenir sur les différents moyens mis en œuvre par les pays participants pour assurer
améliorer la déontologie du juge, mais aussi de présenter des exemples en vigueur ailleurs. Et c'est un très bon choix d'avoir pris le choix de la déontologie des juges et des procureurs ici. D'abord parce que c'est un sujet qui est très en pointe actuellement. Il y a un grand débat au sein de l'Organisation des Nations Unies pour un réseau global d'intégrité judiciaire, justement pour lutter contre la corruption des juges. Donc c'est évidemment très important. La déontologie pour un juge, c'est au cœur de son métier, comme pour d'autres professions, les journalistes évidemment. Et c'est la garantie de la confiance des citoyens dans notre action. Et donc c'est évidemment tout à fait indispensable. Alors, il y a plein de garanties dont on va parler aujourd'hui, l'indépendance bien sûr, mais aussi un salaire suffisant pour éviter la corruption et tout un tas de garanties qui vont se mettre en place. En marge de ces travaux, le groupe africain de l'Union internationale des magistrats a rendu un hommage au président de la République Abdelaziz Bouteflika pour ses efforts en faveur de la réforme du secteur de la justice en Algérie. Trois membres du gouvernement, les ministres du Tourisme, de la Culture et le ministre de la Communication ont présidé aujourd'hui l'ouverture de la journée parlementaire ayant pour thème le tourisme, un substitut prometteur. Parlementaires et experts ont discuté de la stratégie nationale de développement de ce secteur. Nakhla Al-Arbi. Le tourisme est un substitut prometteur, plus qu'un slogan, une orientation pour diversifier l'économie. Soumise à débat, cette problématique a été au cœur de la journée parlementaire, l'objectif étant de redorer le blason de ce secteur dont les revenus annuels ne dépassent pas le demi-million de dollars. Sachant que l'État a, conformément aux instructions du président de la République, consenti des efforts pour lui permettre d'occuper la place qui lui revient. Dans son intervention, le ministre du Tourisme et de l'Artisanat est revenu sur la nécessité d'exploiter les potentialités naturelles du pays pour développer ce secteur. Le défi que nous devons relever est la relance du tourisme, faisant en sorte que ce secteur soit le vecteur essentiel de notre économie nationale dans le cadre du modèle économique mis en œuvre par le gouvernement et la vision perspicace du président de la République Abdelaziz Bouteflika qui place le secteur parmi les secteurs stratégiques essentiels au développement économique hors hydrocarbures. De son côté, le ministre de la Culture a mis en avant le retard enregistré dans ce domaine, bien que l'Algérie, a-t-il rappelé, est classé 5e pays touristique à l'échelle africaine. Notre rôle au plan culturel est de mettre entre les mains des opérateurs touristiques un élément culturel capable de devenir un produit économique. Nous avons 7 sites archéologiques classés patrimoine mondial et des dizaines d'autres sites en attente de classement et de dizaines d'événements religieux et spirituels pouvant drainer des milliers de pèlerins et autres touristes. La formation est d'autre part nécessaire. Le tourisme est une industrie, il faut fournir un service et des prestations de qualité. Pour cela, il faut associer tous les secteurs. Je tiens à rappeler l'importance qu'accorde le président de la République au secteur du tourisme en tant que secteur pourvoyeur de richesses indissociables des autres secteurs, notamment de l'artisanat, les services et la communication. Au regard des potentialités touristiques dont dispose l'Algérie a les moyens de devenir un pôle touristique et partant de la complémentarité existante entre le secteur du tourisme et celui de la communication. Il va sans dire que l'élaboration de programmes via les différents supports permet de soutenir et de booster ce secteur. L'objectif de ces journées parlementaires est de promouvoir l'échange et le dialogue. Aujourd'hui, les parlementaires et les experts en présence ont justement passé en revue le plan du gouvernement portant sur la nécessité de promouvoir le secteur du tourisme et de l'artisanat comme vecteur essentiel de développement de l'économie nationale hors hydrocarbures. Les bénéficiaires de terres agricoles d'Al-Bayad ont été sommés de lancer sans délai la mise en valeur des exploitations agricoles sous peine de poursuites judiciaires. Sur les 200 bénéficiaires, seulement une quarantaine a commencé à exploiter les terres, a constaté le ministre de l'Agriculture sur place. Abdelkader Bouazgui, qui a commencé sa visite depuis Brézina par le centre de reproduction des gazelles. Bouchra Bouali. Le centre de reproduction des gazelles de Brézina a constitué le premier point de la visite du ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche à Al-Bayad. S'étendant sur 8 hectares, le centre œuvre à la sauvegarde des gazelles de race Rim et Dorcas, 2 espèces menacées par le braconnage. Avec peu de moyens, les scientifiques du centre sont tout de même parvenus à augmenter le nombre de gazelles de 7 à 160 depuis sa création en 2000. Toujours à Brézina, le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche a inspecté des exploitations agricoles, l'occasion pour lui de mettre l'accent sur la nécessité d'organiser les filières agricoles afin de mettre un terme à la spéculation et aux intermédiaires.
La wilaya d'Al Bayad a mis plus de 200 000 hectares de terres agricoles à la disposition des opérateurs économiques, des agriculteurs et des investisseurs. Sur près de 200 bénéficiaires, seuls 42 ont commencé à exploiter ces terres. Ceci est inadmissible. Depuis le Bayad, Abdelkader Bouazgui a sommé les bénéficiaires des terres agricoles de lancer sans délai leur mise en valeur. Le président de la République affirme que la terre est à celui qui la travaille. Les assises nationales, dans leurs différentes étapes, l'ont également affirmé. Au ministère de l'Agriculture, nous le réaffirmons. Le bon sens et la sagesse veulent que celui qui a bénéficié d'une terre agricole doit l'exploiter. Le ministre a poursuivi sa visite dans la wilaya en inspectant le projet du centre régional des viandes rouges en cours de réalisation dans la commune de Boktob, ainsi qu'un projet de dock de stockage des céréales au chef-lieu de la wilaya, deux projets qui accusent du retard dans leur réalisation. L'occasion pour le ministre d'appeler les promoteurs des projets à respecter les délais, affirmant par ailleurs que l'État mise sur ce secteur stratégique pour réaliser la croissance et la sécurité alimentaire. Le partenariat dans le domaine de l'agriculture fait son petit bonhomme de chemin dans la wilaya de Khanchla, un partenariat qui a touché dans une large mesure l'arboriculture mais aussi l'élevage bovin. Illustration ce soir à Armila, où une de nos équipes a rencontré un investisseur, ancien importateur de fruits, venu de Boufarik pour s'associer avec des concessionnaires terriens locaux. 65 000 poiriers et abricotiers ont déjà été plantés. Le reportage de Abdelmajid Benkassi. Nous allons inévitablement vers l'agriculture et nous sommes un pays agricole. L'Algérie possède plus d'atouts que le Maroc ou la Tunisie. Nous avons des terres fertiles, nous avons de l'eau, nous étions importateurs de pommes et les personnes à faible revenu malheureusement ne pouvaient pas en acheter. Et même ici à Khanchla, la production de pommes est très insuffisante. Nous sommes dans la commune de Armila, à une trentaine de kilomètres du chef-lieu de wilaya Khanchla, une région bien sûr agricole par excellence. Ici, nous avons rencontré Nordin. Nordin est venu du nord du pays, il est venu de la Mitidja. Il est passé du stade d'importateur de fruits au stade de la production. Et ici, il a élu domicile sur une terre située à 900 mètres d'altitude. Et tout ce que nous disait au début notre ami Nordin est vrai. Nous sommes un pays agricole et nous pouvons exporter. Et pour cela, il a quitté sa Mitidja natale et avec ses associés, il s'est installé du côté de Khanchla en partenariat avec des propriétaires terriens ou des agriculteurs ayant bénéficié de concessions de terres du domaine privé de l'État. On a initié des opérations de partenariat entre les hommes de métier, les professionnels dans le domaine de l'agriculture et également les propriétaires de ces terrains-là. Et l'expérience a donné des résultats extraordinaires. On est en train de monter des opérations de partenariat au niveau de la zone de Kaïs et de Mela et qui a commencé à donner ses fruits. Comme Khanchla a la réputation d'être une wilaya à vocation arboricole, nous avons dans le cadre du partenariat favorisé la création d'un pôle ici, à Armila, qui est le premier. En effet, une exploitation agricole collective s'est mise en partenariat avec un investisseur agricole venu du nord du pays et qui a mis en place des techniques de culture très modernes. Nous avons aussi une expérience à Babar dans une exploitation d'élevage de bovins avec un producteur de produits laitiers venu également du nord. Des résultats encourageants ont été enregistrés en l'espace de moins d'une année. Un problème se pose cependant, c'est la sempiternelle question de main-d'œuvre. Pour ce début, nous avons besoin d'une vingtaine d'ouvriers. Et à l'entrée en production dans 3 ou 4 ans, nous aurons besoin de 400 à 500 ouvriers saisonniers. Je ne vous cache pas, le problème de main-d'œuvre se pose réellement. Et j'espère vraiment que les autorités locales vont nous aider à trouver une solution. La raison, c'est surtout le fait que beaucoup de gens ici ont une petite activité agricole individuelle. Et puis l'ouverture de la centrale électrique a absorbé la main-d'œuvre locale. Nous allons essayer de l'aider. Une chose est cependant sûre, l'avenir de l'arboriculture est plus que prometteur dans la wilaya de Khanchla.
L'usine de fabrication de véhicules militaires de Bouchakif à Tiaret a livré aujourd'hui 409 véhicules multifonctions et tout-terrain au profit de plusieurs administrations et structures nationales publiques et privées. Il s'agit de véhicules de transport de troupes, girafes lumineuses, véhicules pour la police scientifique et d'intervention, transport d'écoliers et ambulances médicalisées et sanitaires de marque Mercedes-Benz classe G et Sprinter au profit de la direction centrale du matériel relevant du ministère de la Défense nationale, le ministère de la Justice, la Direction générale de la Sûreté nationale et d'autres structures nationales, publiques et privées. La livraison s'inscrit dans la continuité de la concrétisation du programme de relance économique initié par le président de la République visant à redynamiser l'industrie nationale et à limiter la dépendance étrangère de l'économie nationale. Ouverture à Alger du séminaire national sur les perspectives et stratégies de développement de la logistique au sein de l'AMP, défis et enjeux opérationnels, technologiques et financiers. Ce séminaire constitue une opportunité pour l'ensemble des cadres de l'ANP activant dans le domaine de la logistique et du corps de bataille, ainsi que les spécialistes en la matière pour échanger les expériences, partager les informations, améliorer et enrichir les connaissances dans ce domaine. Journée portes ouvertes à partir d'aujourd'hui à Constantine sur l'information géographique. Cette manifestation a pour objectif de mettre la lumière sur les missions de l'Institut national de cartographie et de télédétection et produits cartographiques à travers l'exposition du matériel et des techniques numériques et géographiques utilisées dans la confection des cartes, en plus de l'organisation de conférences sur l'utilisation de l'information géographique dans différents domaines. Lutte antiterroriste et lors d'opérations de fouilles et de ratissage menées à Batna et Tébessa, le ministère de la Défense nationale annonce que des détachements de l'armée nationale populaire ont découvert et détruit hier 7 casemates pour terroristes et 7 bombes de confection artisanale. Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l'ANP ont intercepté à Borj Beji Mukhtar et Ingezem 9 contrebandiers et saisi près de 4 tonnes de denrées alimentaires, 18 groupes électrogènes et 17 marteaux piqueurs. Vous voyez sur ces images. D'autre part, à Mostaganem, des éléments de la gendarmerie ont déjoué une tentative d'émigration clandestine de 5 personnes, tandis que 22 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Tlemcen, précise le communiqué du MDN. Je vous le disais en titre, plus que jamais déterminée, la militante française pour la cause sahraoui Claude Mongin Asfari est à son 20e jour de grève de la faim, une grève illimitée pour protester contre l'interdiction que lui impose le Maroc de rendre visite à son mari, le militant sahraoui Naama Asfari, détenu au Maroc. Afef Belhouchet a assisté à sa conférence de presse ce lundi à Ivry-sur-Seine. C'est un décompte que les habitants de Vitry-sur-Seine regardent évoluer avec inquiétude, car c'est ici que Claude a élu domicile depuis 20 jours. Donc voilà où j'habite depuis maintenant 20 jours, dans mes appartements, c'est-à-dire une petite chambre à la Sahraoui avec un matelas par terre. Voilà, tous les matins et tous les soirs, je prends ma douche dans la douche du personnel de la mairie. Le sourire affiché pour dire sa détermination à mener son combat, celui d'exercer son droit de visite à son mari dans les geôles marocaines, malgré les signes d'une détérioration de sa santé. Voilà la balance sur laquelle je me suis pesée plusieurs fois. Donc j'ai aujourd'hui perdu 10% de mon poids, qui commence un peu à être embêtant. Plus qu'embêtant, tous les signes fondamentaux de son corps sont en nette baisse d'après son médecin qui la suit quotidiennement. Claude est en effet rentré dans la deuxième phase de ce qui caractérise les grévistes de la faim.
Et les 3 phases, c'est donc la première phase qu'elle a déjà passée où on mange tout son sucre intérieur, si j'ose dire. Ensuite, il y a la deuxième phase où toutes les graisses, tous nos lipides sont transformés en sucre parce que sinon le corps ne peut pas survivre. Et puis ensuite, après, on mange ses muscles. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, on mange tous ces muscles. Et donc, il peut y avoir des choses qui peuvent être complètement irréversibles si on entre trop dans cette phase, dans cette troisième phase-là. Justement, les associations de soutien à Claude ont fini par recevoir un courrier de l'Élysée qu'ils estiment très encourageant et qui charge sans réserve le ministre des Affaires étrangères français de prendre contact avec le Maroc et de permettre à Claude de voir son mari. Une réaction pas assez rapide ni assez forte, a déclaré l'avocate de Claude Mongin. On est face à une situation qui est complètement hallucinante, puisque nous en sommes à un stade où les ressortissants français sont eux-mêmes victimes des représailles. C'est-à-dire, Madame Mangin, pour être mariée à un Sahraoui, elle voit ses droits fondamentaux bafoués. Elle se voit expulsée d'un royaume pour la seule raison d'être mariée à un Sahraoui. Il n'y a pas d'autre motif de lui interdire d'entrer sur le territoire marocain. C'est uniquement parce qu'elle est mariée à un Sahraoui. Moi, en tant qu'avocate, parce que je suis avocate de prisonniers politiques, je suis victime de violences sur le territoire marocain et je suis expulsée. Donc des ressortissants français sont victimes de représailles de la part du Royaume du Maroc. Je trouve que le gouvernement français devrait insister davantage auprès du gouvernement marocain pour qu'elle puisse rentrer au Maroc le plus rapidement possible. Ce n'est pas normal qu'on soit contraint de faire 20 jours de grève de la faim. Et combien de jours encore faudra-t-elle qu'elle fasse pour pouvoir simplement aller visiter son époux Nahama Asfari. Voilà, je trouve ça scandaleux et j'aimerais que l'État français puisse prendre un engagement plus ferme. Malgré l'épreuve physique, Claude, quant à elle, est inquiète pour son mari Nahama, dont elle n'a plus de nouvelles. Alors j'en ai eu, mais depuis 3 jours, j'en ai plus. Et je pense que personne n'a de... Les autres amis ont des nouvelles des autres prisonniers des musiques dans les autres prisons. Mais la prison de Kenitra, c'est le blackout, donc depuis jeudi. Et je pense que c'est tout à fait lié à mon action. Claude, qui a bénéficié du soutien de plusieurs personnalités européennes et françaises, appelle tout le monde à la soutenir en signant l'appel lancé par une 50aine de personnalités telles que Kerry Kennedy, Javier Bardem ou encore Pierre Richard au président Macron. Un appel lancé il y a 3 jours et qui a rassemblé déjà 2100 signatures. Ça, c'est celui de... Fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne soirée. À demain.